Richard Findiquian. Isabelle Rivière, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, spécialiste des familles royales d'Europe et plus particulièrement de la monarchie britannique. Vous êtes la seule journaliste française à avoir été autorisée par le palais de Buckingham à suivre Élisabeth II pendant plusieurs années, ce qui vous a permis de rencontrer ses proches et ses équipes. Vous publiez Naissance d'une reine chez Fayard. Tout commence pour le règne d'Élisabeth II le 6 février 52, à l'heure du décès de son père, le roi George VI, alors qu'elle effectue un déplacement officiel au Kenya. Tout a démarré le 6 février 52. Oui, et ce qui est assez... Bon, il y a beaucoup de choses qui sont exceptionnelles dans l'histoire d'Élisabeth II, l'histoire personnelle et l'histoire officielle, et l'une des choses exceptionnelles, en fait, ce sont effectivement les conditions dans lesquelles cette jeune femme de 25 ans succède à son père, le roi George VI, qui décède dans la nuit du 5 au 6 février 1952. Donc on sait, en fait, le valet personnel de George VI le découvre inanimé dans sa chambre le matin du 6 février en lui apportant son petit déjeuner. Personne ne sait à quelle heure il est décédé et donc personne ne sait exactement à quel moment Élisabeth II est devenue reine. Et surtout, Élisabeth II est le premier monarque depuis très 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 longtemps à accéder au trône en étant hors des frontières de la Grande-Bretagne. Alors vous dites que ces premières heures en tant que souveraine seront ces dernières heures de liberté volées à l'histoire. Oui, Élisabeth II sera pendant les 70 années de son règne la femme bien sûr la plus connue mais aussi la plus photographiée et la plus filmée au monde. Oui. Et les premières heures de son règne qui se déroulent donc au Kenya entre le 6 et le 7 février 52, le temps pour elle d'organiser son départ, son retour vers le Royaume-Uni, sont des heures pendant lesquelles la presse, à la demande des conseillers en communication de la jeune femme, eh bien la presse accepte de ne pas la photographier, de poser les appareils. Et ces premières heures vont donner lieu à des scènes qui vont rester uniques, bien sûr, dans l'histoire du règne. Lorsqu'elle va quitter cette propriété du Kenya, où elle a appris la disparition de son père, eh bien beaucoup de journalistes, ils sont très nombreux à l'attendre à la sortie de la propriété, et ils ont posé leurs appareils à terre. Et c'est à la fois une marque de respect et aussi un fait absolument extraordinaire dans l'histoire de ce règne, puisqu'encore une fois ensuite, eh bien, Élisabeth II sera la femme la plus photographiée au monde pendant plus de 7 décennies. Alors parmi les grandes figures de la vie britannique de ce début des années 50, il y a celle de Winston Churchill, dont la silhouette à la descente de l'avion lorsqu'Élisabeth II retourne à Londres après son voyage au Kenya restera gravée dans toutes les mémoires. Winston Churchill, qui fut son mentor lorsqu'elle devint reine et qui restera un ami et un guide pour elle, les liens qui unirent le vieux lion à la jeune souveraine seront indéfectibles, Isabelle Rivière. Oui, et le souvenir de Winston Churchill est un souvenir qu'Élisabeth II va évoquer toute sa vie. En fait, oui. Elle c'est vraiment sans doute c'est déjà le premier de ses premiers ministres, et c'est aussi celui avec lequel elle a eu les relations les plus complices. D'abord, Churchill est un formidable raconteur, sa vie est une aventure permanente. Élisabeth II adore lui poser des questions sur les nombreuses péripéties de son existence, et puis, comme vous l'avez très justement souligné, Winston Churchill est l'homme qui va guider ses premiers pas en tant que monarque et qui va, je crois qu'on peut le dire comme ça, lui apprendre son métier de reine. Oui. Lorsqu'elle accède au trône, en fait, George VI est mort à l'âge de 56 ans, qui est un âge quand même très très jeune. Il n'a pas eu le temps de former sa fille aînée comme il aurait souhaité le faire, et donc c'est Churchill qui va le faire à sa place. Et Élisabeth II a également une affection particulière pour lui, parce qu'elle savait à quel point George VI avait pu compter sur son Premier ministre pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, années qui avaient été si difficiles pour les deux hommes. Churchill avait été pour George VI un compagnon de route, un ami, et Élisabeth II lui restait éternellement reconnaissante pour cela. Alors du jubilé de platine d'Élisabeth II qui marquera les 70 ans de son règne aux funérailles suivies par toute la planète, à quoi est due cette fascination du monde entier pour la couronne britannique ? Est-ce que la noirceur de notre époque et la morosité ambiante ne favorisent pas cet attrait ? Sans doute, je crois que vous avez raison de souligner ça. Cette question est vaste et on pourrait y apporter plusieurs réponses. Bon, d'abord, je pense qu'il y avait Élisabeth II à la fin de sa vie était devenue un peu la grand-mère, l'arrière-grand-mère
du monde entier. Elle était devenue ce point de repère un peu fixe dans une époque qui n'en a plus tellement, voire plus du tout. Et puis la monarchie britannique a su conserver c'est un mélange très particulier à la fois de simplicité et de faste. Il faut aussi reconnaître qu'à chaque nouvelle génération de la famille royale, il y a de nouvelles personnalités qui émergent. À chaque génération, vous avez des personnalités extrêmement charismatiques. Il y a eu, bien sûr, Élisabeth II, sa sœur, la princesse Margaret a été également une figure extrêmement charismatique, de même que l'était la reine-mère. Vous avez aujourd'hui Camilla, mais aussi la nouvelle princesse de Galles, qui est l'épouse du prince William. Enfin, voilà, c'est une monarchie qui sait attirer sans doute l'affection des gens. Je pense qu'il y a une manière, à chaque génération, les gens ont une faculté à se projeter en fait sur ces personnages qui, d'une certaine manière, accompagnent nos vies. Et c'est l'une des raisons, sans doute, pour lesquelles la monarchie britannique fascine autant. Alors derrière la charge historique, est-ce qu'il n'y a pas dans cette fascination pour le règne d'Élisabeth II le respect de ses obligations morales liées à l'institution monarchique avec sa dimension écrasante, mais surtout ce qui impressionnait chez elle, n'était-ce pas ce sens du devoir au sens victorien du terme qui restera à jamais associé à son image? Oui, Élisabeth II était en quelque sorte la reine plus que parfaite. Elle a sans doute été la dernière reine à l'ancienne. À l'ancienne est une expression que je n'aime pas beaucoup et que je place là volontairement entre plusieurs guillemets. Mais elle était cette reine attachée à la fois aux traditions qui sont les traditions quasiment millénaires de l'institution monarchique en Grande-Bretagne, et aussi, comme vous l'avez encore une fois très justement souligné, c'était une femme extraordinairement attachée à ses devoirs. C'est une femme qui a voué sa vie entière à l'exercice de ses obligations officielles dans le cadre de sa fonction de monarque régnant. On a du mal à l'imaginer, mais le métier de monarque est un métier qui est fait de beaucoup d'obligations, et essentiellement en fait d'obligations et de contraintes. C'est un métier extrêmement routinier. Il faut avoir une personnalité, il faut presque avoir la personnalité qui convient, vous voyez, pour exercer ce type de fonction. Et elle l'a remplie en étant absolument exemplaire. Certains disent même admirable. Elle a été une référence pour les Britanniques. Elle a aussi été une référence pour de nombreux monarques régnants ailleurs dans le monde. Là, la première qui me vient à l'esprit, c'est la reine Margaret II de Danemark, qui a souvent répété à quel point Élisabeth II avait été pour un exemple dans sa manière d'exercer ses fonctions. Donc c'est une figure très très particulière, assez hors du commun en réalité, qui a disparu le 8 septembre dernier. Quel souvenir, Isabelle Rivière, conservez-vous de votre rencontre avec Élisabeth II, et aviez-vous échangé avec elle sur les ouvrages qui sont nombreux que vous lui aviez consacrés? Alors, en fait, je l'ai suivie pendant plus de 3 ans. Oui. Ça a été une série de déplacements. Bon, ça a été à la fois une aventure professionnelle et une aventure humaine. Il y a eu beaucoup de déplacements, évidemment beaucoup de séjours à Londres, mais aussi beaucoup de déplacements en Grande-Bretagne et à l'étranger. Nous avons parlé une seule fois, en fait, lorsque le livre a été terminé, où là je lui ai été, disons, un peu officiellement présentée. Et l'une des raisons pour lesquelles elle avait accepté que le livre se fasse, c'est que la biographie que je lui ai consacrée, Élisabeth II dans l'intimité du règne, est une biographie qui a aussi pour fil rouge les relations très anciennes, très sincères, très authentiques, la véritable affection qu'elle avait pour la France et pour les Français. Et lorsque nous avons parlé, c'est de cela que nous avons parlé. Sa première question a été « Alors, qu'est-ce qu'il y a dans votre livre ?» Et je lui ai dit « Mam, il y a, je parle beaucoup de cette affection que vous avez pour la France, et surtout de cette affection que les Français ont pour vous. » Et on voyait, on m'a dit après, ça lui fait plaisir, etc. On sentait que vraiment cette affection pour la France est quelque chose qui ne l'a jamais quitté. Je rappelle le titre de votre livre, Naissance d'une reine, publié chez Fayard, livre en compétition pour le prix Charles Villeneuve, qui sera remis le 10 décembre prochain à Marseille, à l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône. Merci Isabelle Rivière. Merci à vous Richard.
Maintenant, voici la question jeu RCF Cultura Aubagne, Cinéma Le Prado. Quel est le nom de la grande figure de la vie britannique qui fut son mentor lorsqu'Élisabeth II devint reine au début des années 50 ? Je répète la question. Quel est le nom de la grande figure de la vie britannique qui fut son mentor lorsqu'Élisabeth II devint reine au début des années 50 ? Des cartes cadeaux Cultura et des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille à gagner pour les premières bonnes réponses au 04 91 50 82 33. 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Findiquian.